Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, Pensez le présent. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que la semaine prochaine, la conférence qui se tiendra a pour sujet Poltech et la contre-culture. Elle sera tenue par Valérie Dacosta, ici même, donc à 19h jeudi. Vous êtes cordialement invités. Je m'appelle Christian Joschke, je suis professeur d'histoire de l'art dans cette maison et j'ai la chance de participer régulièrement au programme culturel. Et donc je souhaite rappeler ici à quel point le programme culturel sous le mandat d'Alain Berland a été couronné de succès et je tenais encore à rendre hommage au travail qu'Alain a fait pendant toutes ces années ici aux Beaux-Arts. Il est là, il est avec nous. Merci beaucoup Alain et merci d'avoir organisé cette rencontre aujourd'hui. Alors Paul Virilio, il y a de nombreux... Je vais m'asseoir. Voilà, je me mets un peu loin de la table, mais je suis près de vous. Certains thèmes sont irrémédiablement et immédiatement associés à la pensée de Paul Virilio. C'est le thème de la vitesse, le thème de la guerre, des machines de vision, de l'accident. Des notions comme l'inertie polaire sont aussi étroitement attachées à la figure qu'a été Paul Virilio, mort en 2018, et qui a eu une influence considérable sur l'architecture, depuis sa collaboration avec Claude Parent, jusqu'à évidemment son enseignement à l'école spéciale d'architecture, lors d'une soirée qui était consacrée au lancement du livre sur lequel nous allons discuter ce soir. Jean Nouvel avait rappelé à quel point l'enseignement et les livres de Paul Virilio étaient importants pour lui. On ne compte pas le nombre d'architectes qui ont été marqués à la fois par sa philosophie et par son enseignement. Aujourd'hui, plusieurs projets mettent à nouveau en lumière l'ensemble de son œuvre et nous incitent à nous la réapproprier. Alors, je vais énumérer ces projets qui sont, à mon avis, essentiels pour comprendre pourquoi aujourd'hui, en 2024, 2023 pour la sortie du livre, le travail de Paul Virilio est si actuel. L'édification du musée de l'accident sous la direction de Alavardé à La Rochelle, l'acquisition par le Centre Pompidou, le musée national d'art moderne, des photographies qu'il a faites sur les bunkers entre 58 et 66. On y reviendra peut-être avec Florian Ebner, le chef du cabinet de photo qui est ici présent. Le dépôt des archives de Paul Virilio à l'IMEC, l'Institut pour la mémoire de l'édition contemporaine à Caen, en 2017. Diverses publications, la réédition qui est en cours de fabrication de Bunker Archéologie aux éditions Spector Books. Différents travaux universitaires qui ont déjà mis en lumière de façon historique et approfondie l'influence de sa philosophie. Christian Zander sur sa collaboration avec Claude Parent. Jean Richet, ici présent, j'y reviendrai, auteur d'une thèse qui est en cours d'achèvement sur la philosophie de Paul Virilio, et d'autres travaux en cours. La publication d'une revue Dromologie, les cahiers Paul Virilio. Et puis, bien sûr, c'est la raison qui nous réunit ici aujourd'hui, la publication d'une anthologie au Seuil de tous les textes publiés de Paul Virilio, c'est-à-dire 22 essais, à l'exception de Bunker Archéologie et Guerre et cinéma. Donc c'est une anthologie historique, un ouvrage
remarquable, énorme, fascinant, dans lequel on se plonge volontiers et on en sort difficilement, où l'on retrouve vraiment, on peut le traverser dans toutes les directions, le feuilleter en avant, en arrière. On reviendra sur la structure de l'ouvrage. Les essais de Paul Virilio sont édités avec un apparat critique, une introduction, une préface de Eyal Weizmann, une introduction de Jean Richet, un texte de Sophie Virilio et un texte de Maria Vlachou. Des petits, oui, enfin, plus qu'un accompagnement. Donc, la discussion d'aujourd'hui fait écho à cette publication et elle a pour but de mesurer l'actualité de sa philosophie, de sa pensée aujourd'hui et de comprendre ce qui, dans son œuvre, résonne avec les thématiques qui nous sont aujourd'hui contemporaines. Pour en discuter, nous avons invité Maria Vlachou, helléniste, archéologue et éditrice au Seuil, responsable donc de l'édition de cette anthologie. Jean Richet, architecte, élève de Paul Virilio, auteur d'une thèse, je disais, en cours d'achèvement sur l'écologie grise et la pensée, plus généralement la pensée de Paul Virilio, éditeur des textes de cette anthologie. C'est Jean, c'est toi qui as composé l'apparat critique, qui a accompagné ces textes également de cette introduction. Enfin, tu nous diras un petit peu tout le travail qui a été fait à partir de ces textes. Et Sophie Virilio, écrivaine, fille de Paul Virilio, qui a été à l'initiative et qui a porté l'ensemble des projets que je viens de citer. Alors, on a beaucoup de thématiques à aborder si on veut aborder si on veut parler de la question de l'actualité de la pensée de Paul Virilio. Ses débuts comme peintre, comme maître verrier, son passage à l'architecture puis à la philosophie, à travers l'expérience de Bunker Archéologie, on va y revenir. Sa collaboration avec Claude Parent et la revue Architecture Principe, son entrée dans l'enseignement à l'école spéciale d'architecture, la singularité de son séminaire, l'évolution de son écriture, sa méthode d'écriture avec ses fameux carnets, on va en montrer quelques-uns ici à l'écran, sa pratique du dessin, du diagramme, une véritable modalité de conceptualisation chez Paul Virilio, ses nombreuses collaborations avec de très, très grands personnages, Raymond Depardon, Jean Nouvel, Michel Cassé, Enki Bilal, Svetlana Alexievitch, etc., etc. Et bien sûr, les expositions qu'il a organisées d'abord au CCI en 1975, ça c'est Bunker Archéologie, tout le monde s'en souvient, et puis plus tard, avait en collaboration avec la Fondation Cartier pour l'art contemporain, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, La Vitesse en 1991, Ce qui arrive en 2002, Terre natale en 2008, et j'en oublie. Commençons par le plus évident pour la soirée d'aujourd'hui et le plus actuel, l'anthologie. Alors, je vais me tourner d'abord vers Maria Vlachou. Comment t'es venue l'idée de rééditer Paul Virilio et quel a été ton chemin dans cette aventure qui a très certainement évolué entre le moment où vous avez formulé cette idée, toi, Sophie, Jean, et l'aboutissement qui est cet ouvrage, cette anthologie gigantesque? Déjà, je vais commencer par vous remercier pour l'invitation et toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Tout a commencé avec une rencontre. Donc, j'ai rencontré Sophie en 2020. C'était juste quelques semaines avant l'arrêt du monde. C'était en février, avant la pandémie. Voilà. Et on a beaucoup échangé sur l'œuvre de son père.
qui est immense. Et c'était vraiment pas facile de trouver, de proposer quelque chose d'intéressant et d'assez ambitieux à Sophie, qui est, comment dire, une vraie personnalité et qui est très exigeante aussi. Voilà. Donc, il fallait vraiment lui présenter un projet ambitieux. Et je ne savais pas comment faire. Et un jour, Sophie m'a parlé des carnets de son père. Et c'était le début de tout, le début de l'aventure. Je suis allée chez elle et j'ai commencé à lire les carnets. Il y en a 63. Et c'est... le premier carnet était daté de 1957. Donc, Paul Virilio, il avait 25 ans. Et le dernier, en 2005. Donc, il avait 73. Donc, en lisant les carnets, c'est la trajectoire, en fait, d'une vie. Enfin, c'est ce que j'ai dit aussi à la Fondation Cartier. C'est vraiment le film d'une vie que j'ai découvert. Et c'est le fil de tous ces volumes, c'est vraiment les carnets. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc là, après avoir lu les carnets, donc j'ai fait une petite synthèse que j'ai envoyée à Sophie. J'ai trouvé les correspondances entre les carnets et les livres. Donc, à titre d'exemple, les carnets de 1972 et de 1974 annoncent l'essai sur l'insécurité du territoire. Les carnets de 1975 préparent vitesse et politique. Et je pourrais continuer longtemps. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas la micro-analyse, qui était plus ou moins évidente, mais vraiment prendre de la distance. Et donc, au retour à Paris, j'ai mis tout ce que j'avais en tête sur un papier. Je l'ai présenté au président du Seuil, à Hugues Jalon, qui a dit tout de suite oui. Et après, j'ai trouvé le courage de l'envoyer à Sophie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en suivant les carnets, j'étais en fait capable, c'était presque une évidence de faire une présentation chronothématique pour suivre le fil des carnets. Et cette présentation, elle est finalement assez simple. On part du sol, on suit les mouvements, l'accélération, l'accident et la disparition. Voilà. Toutes les parties sont intitulées, enfin les titres des parties sont extraits des carnets. Dans les carnets, on a aussi trouvé un récit inédit qui figure aussi dans le volume. Et après, il fallait poser ce projet dans le monde qui est le nôtre. Et c'est ainsi, voilà, qu'on a commencé à travailler avec Sophie. On a invité Jean dans cette aventure pour écrire l'appareil critique, s'occuper de l'introduction. Et j'ai demandé à Sophie d'écrire un texte plus intime pour introduire son père. Alors, on va revenir, Sophie, sur tes souvenirs de Paul, sur la période des débuts. Mais avant de te poser ces questions-là, j'aimerais te demander comment as-tu accueilli en héritage cette mission de diffuser l'œuvre de Paul Virilio? Alors, c'était vraiment une mission. En 2016, donc mon père est très malade et c'est vrai qu'il me demande de gérer ses œuvres. La seule chose qu'il avait prévue, c'était effectivement de déposer à l'INMEC le fonds.
moi, entre-temps, je rencontre Florian Ebner du Centre Pompidou, qui nous fait l'amitié d'être présent. Et d'ailleurs, Florian devait rencontrer Paul. Et je dirais que tout un ensemble s'est mis en place à ce moment-là. Un héritage comme celui-là, c'est, je pense, lourd, mais grave, dans le bon sens du terme. Mais je crois que j'y étais préparée dès l'enfance, en fait. Dès l'enfance, mes parents m'ont demandé d'écouter. C'est pour ça que je suis si mauvaise à l'oral. Et je crois que j'étais prête à cette mission-là. Après, je ne pensais pas passer 7 ans de ma vie, puisque ça fait 7 ans que j'ai commencé à travailler sur l'œuvre de Paul. J'ai eu la chance de rencontrer des frères et des sœurs qui sont les élèves de Paul, qui sont tout de suite venus, et ils sont là d'ailleurs, ils sont présents dans la salle. Et très vite, un groupe de travail, un collectif de travail s'est monté. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Alors, Jean, une question sur le projet éditorial également. Lors de nos discussions, en préparation de cette discussion, tu évoquais, dans le fond, l'impossibilité du projet. Vu depuis le début, c'est un projet impossible, mais c'est un projet impossible qui s'est réalisé. Quel a été le parcours que tu as fait dans ce travail, et comment t'y es-tu pris, tout simplement, pour maîtriser une telle somme? Je sais que c'est le fruit surtout d'un travail collectif, mais je voulais te poser la question en tant que élève et connaisseur intime de l'œuvre de Paul Virilio. Alors, merci de cette question, Christian. Donc, bonjour à toutes et à tous. Thierry Pacaud a souvent l'habitude de dire « on pense à plusieurs, on écrit seul ». Je crois qu'en l'occurrence, c'est particulièrement vrai, puisque, comme Sophie l'a expliqué, il y avait un collectif de travail, de toute manière, qui s'était instauré presque naturellement au décès de Paul Virilio. Et nous avions déjà beaucoup commencé à réfléchir, à créer une manifestation à La Rochelle. Alors malheureusement, dans ton introduction, tu parlais du musée de l'accident à La Rochelle fait par Alain Wardé. Je suis au regret de vous dire qu'il n'existe pas. Mais c'est il un existera projet. Peut-être un jour. Non, mais je parlais d'un projet. Voilà, c'est un projet, oui. Mais alors voilà, ne vous précipitez pas à La Rochelle, il n'y a toujours pas de musée de l'accident, malheureusement. Désolé si j'ai laissé penser qu'il existait déjà. C'est un projet. Mais peut-être qu'il existe déjà, on ne sait pas. Hein. Dans l'imagination d'Alain. Alors, c'était d'autant plus troublant que si on regarde un peu la réception internationale de l'œuvre de Paul Virilio, en fait, elle est très prolixe. Et finalement, on s'apercevait qu'il était peut-être un peu oublié ici en France, alors que tu parlais des travaux universitaires, par exemple. Régulièrement, on voit sortir des travaux universitaires au Brésil et ailleurs. Voilà. Donc, on était un peu dans cette ambiguïté-là, en fait, qui était une pensée qui prospère ailleurs et qui, en France, est un peu oubliée. Et notre petit collectif de travail avait commencé à réfléchir à l'actualité de cette pensée. Et puis non, ce projet éditorial est arrivé. J'ai eu l'immense joie d'être invité à y participer. Et autre collectif de travail qui s'est mis en place entre nous trois. Et c'est une discussion continue, en fait, sur la manière de faire. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est quand en fait on se retrouve avec un projet gigantesque. Maria, tu parles d'un bunker éditorial dans ton avant-propos. Moi, je parlerai d'un monument. Eh bien, finalement, c'est en tâtonnant qu'on s'est dit qu'il fallait d'abord écrire un appareil critique qui permettrait peut-être à une plus jeune génération
Et ça a toujours été un peu l'intention sous-jacente que j'avais, qui était de transmettre cette œuvre qui est connue en fait pour les personnes qui ont fait leurs études dans les années 80, 90, même 2000, et puis elle s'est un peu oubliée. Donc c'était la manière de transmettre en fait aussi à des personnes qui ne connaîtraient pas forcément l'œuvre, voilà, des clés de lecture. C'est aussi pour ça qu'à la fin, on en a même été conduit à faire une sorte d'appareil de navigation avec un glossaire, avec des choses très simples pour essayer de se repérer dans cette immense œuvre. Si on avait pu, on aurait été jusqu'à effectivement créer des sortes de liens hypertextes qui permettent d'aller piocher dans un essai ou un autre. Mais l'idée, en tout cas, était bien de donner quelques clés de compréhension de l'œuvre. J'espère qu'on y est arrivé. Et avant de parler un petit peu de la vie, de l'œuvre et de l'actualité de Paul Virilio, toujours sur le livre, l'idée de la répartition chronothématique à laquelle tu fais référence, je voudrais rappeler les quatre thématiques. Donc il y a le basculement du sol. Donc on commence par le sol. Évidemment, on pense à la fonction oblique, le basculement du sol. Et ensuite la vitesse, thème essentiel chez Paul Virilio, dont il dit qu'il découvre ou qu'il commence à y travailler en 1968, mais en lisant les carnets et en relisant Bunker Archéologie, on voit que la question de la vitesse, au fond, est là dès les premières écritures. Ensuite, on a Tout est maintenant, la question de l'actualité. Et puis, on termine avec une partie intitulée Vivement, voir vivement, autour des questions liées aux cultures visuelles, aux techniques de vision. Et on a en fait un portrait de Paul Virilio très complet et surtout des différents champs qu'il a réussi à articuler. Jean, à quel point, selon toi, le glossaire est utile aujourd'hui? Parce que chez Paul Virilio, il y a une écriture qui est tout de même très particulière, qui consiste à créer des néologismes, à jouer sur le langage, à associer des mots, à chercher des étymologies, et l'ensemble de ces écrits réunit finalement un vocabulaire qui n'est pas évident à un lecteur ou une lectrice qui ouvrirait un livre de Virilio pour la première fois, mais qui, par ajout, par complément, trouve finalement son sens. Comment vous avez travaillé sur ce glossaire ? Alors, effectivement, on a réfléchi à comment rentrer dans une œuvre dont l'écriture peut être difficile d'accès, mais finalement très limpide lorsqu'on rentre réellement à l'intérieur. Et comme tu le disais, effectivement, Paul Virilio, pour esquisser ses concepts les plus importants, va forger des néologismes. Donc, le plus célèbre, c'est la dromologie, donc l'étude de la vitesse. Il y en a une multitude qu'il signifie en plus dans ces textes par une typographie spécifique, puisque certains mots sont mis en capital. Donc si vous lisez n'importe lequel de ces essais, il y a des termes en capital, des termes en italique. Tout ça forme en fait une sorte de conjugaison, de métaconjugaison qui se superpose à la première. Alors forcément, c'est déroutant. En réalité, ce n'est pas du tout déroutant. C'est comme si vous aviez des balises qui se répètent de livre en livre, et finalement, ce sont des balises qui pointent dans le texte des concepts qui vont en fait être la ligne, le fil rouge d'une œuvre qui va se développer sur plus de 40 ans. Donc, au final, Paul lui-même nous donnait une grille de lecture de ses essais. Mais il a quand même été admis qu'il fallait donner quelques définitions donc, de ces néologismes ou ces expressions. On parlait de l'inertie polaire, de l'esthétique de la disparition, ça sont des expressions. La frein mince, c'est à la limite un néologisme que Paul Virilio emprunte à Duchamp. On a des néologismes qu'il
invente lui-même et qui ne seront pas repris par la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure je citais Thierry Pacaud, mais Thierry Pacaud, je me souviens, lors d'une de nos premières rencontres à La Rochelle, nous disait « J'étais persuadé d'avoir inventé un néologisme, mais en fait, c'est Paul qui l'avait inventé. » Tout ça pour dire que voilà, c'est aussi riche en fait d'un nouveau langage qu'il faut aussi peut-être apprivoiser et puis faire de lui autre chose. Et s'il y a peut-être un but à cette anthologie, c'est que maintenant les nouveaux lecteurs s'emparent de ces mots-là et en fassent de nouvelles choses. Sophie, tu as le clavier à tes côtés. Est-ce que je peux te demander d'appuyer sur la flèche de droite qui nous fera découvrir, non, sur les petites flèches voilà, qui sont là, qui nous fera découvrir, ou la flèche du bas sinon, qui nous fera découvrir les carnets de Paul Virilio. Carnet où il s'était habitué à noter quotidiennement des faits d'actualité, à les commenter, à dessiner des diagrammes, à travailler ses concepts. Ce sont des carnets ici plutôt des années 80. Là, on est en 88, 89. Mais les carnets commencent donc, comme l'a rappelé Maria Vlachou, en 1957. Et déjà en 1957, il s'exerce à inventer des termes comme bunkerologie, casmatologie, blockhouse bunker, etc., etc. Donc ça, on est dans le projet sur les bunkers, on va y revenir dans un instant. Ceux de ma génération qui connaissent Virilio et ses écrits, ses expositions, l'identifient principalement à la question de la vitesse, à son livre sur guerre et cinéma, à l'accident qui résonne avec les écrits de Ballard et le film de Cronenberg. Mais on a un peu oublié les débuts de Paul Virilio. Début de Paul Virilio, marqué d'abord par des ambitions d'un peintre à Paris dans les années 50, d'un maître verrier qui réalise des vitraux pour des grandes figures de l'art de cette époque, comme Georges Braque par exemple, et qui, au fur et à mesure des années, menant cette enquête sur le mur de l'Atlantique, se découvre à la fois architecte et philosophe. Alors, Sophie, peux-tu nous parler de ce moment qui correspond à ton enfance, où Paul et Suzanne, ta mère, dans une vie relativement précaire à Paris, ont accompagné ce passage de l'art à la théorie et à l'architecture, et surtout, peux-tu nous parler de cette gigantesque enquête sur les rives de toutes les plages françaises à la découverte des édifices guerriers des divisions allemandes, faits par les ingénieurs allemands? Alors, déjà, oui, il faut imaginer que dès les années 50, en fait, Paul fait des recherches plutôt en peinture et il cherche déjà quelque chose de particulier puisqu'il travaille sur les antiformes. Antiformes que personne n'a vu et que j'ai donné à Beaubourg avec le reste du fond de Paul, c'est-à-dire aussi tout ce qui concerne le vitrail et les bunkers. Donc il travaille sur les antiformes. Donc déjà là, on est dans une réflexion très particulière. J'ai l'impression que tout se superpose en fait. On peut pas dire qu'il y ait une période puis une autre. On est sur des périodes qui se recouvrent. En même temps qu'il travaille sur les antiformes, il va commencer le vitrail. Quand il est à l'atelier de vitrail, il y a le chevalet dans un coin. Quand il a fini, il continue à peindre. Assez rapidement, il va penser à un groupe. Alors, il fréquente à l'époque, effectivement, beaucoup d'artistes. Il travaille avec eux en tant que maître verrier. Là, il travaille sur la transparence. Il a fait un très beau texte
sur la transparence au moment du vitrail, donc à son époque vitrail. Il est entouré d'artistes comme Poliakov, il travaille avec Poliakov, il travaille avec Zak, il travaille avec le sculpteur Lipsi, et bien d'autres. Et là, il commence à les réunir. Et il pense, il projette déjà, il passe déjà en architecture. En fait, il fait les bunkers en même temps. On part sur les plages dès 58, c'est le début des reportages bunkers. Et là, il pense déjà en architecte et il a dans ses carnets énormément de remarques à ce niveau-là. Et il va réunir un groupe, il va trouver le nom. Dans les carnets, on voit les recherches sur le groupe qu'il veut fonder et qu'il va fonder, qui va s'appeler Architecture Principe. Il est avec un peintre, Carade, il est avec Lipsi. Et Carade va lui présenter Parent, qui va rentrer dans le groupe. Voilà, Claude Parent. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ah mais absolument, absolument. Et peut-être un mot quand même sur cette enquête qui a duré si longtemps, et une enquête exhaustive hein, sur les bunkers. Quand on lit Bunker Archéologie, alors le texte est peut-être un peu court, mais le travail qui a été effectué, travail d'historien, travail de photographe documentaire, est considérable. Comment s'y est-il pris? Je posais la même question à Florian dans un instant, Florian Ebner. Sophie, en tant que tu étais petite fille, tu accompagnais tes parents sur les plages de Normandie, sur les plages de l'ouest de la France, à la recherche de ces bases militaires. Tout commence en 58, en fait. Paul, on est dans le Finistère, tout au bout du Finistère, à la presqu'île de Crozon. Et Paul a été nager, on a mis toutes les affaires dans un bunker, dans un abri sur la plage. Et ça, c'est ma mère qui va me le raconter. Et quand il ressort du bunker, il dit les vacances sont finies. Et là, moi, je sais pas encore. J'ai 3 ans. Je sais pas encore que du coup, toutes mes vacances ne ressembleront plus du tout à celles des enfants de mon âge. Et à partir de là, chaque vacances, qu'elles soient d'été ou d'hiver, on va effectivement partir à la recherche des bunkers. Et Paul aura une très jolie phrase dans les carnets que j'ai retrouvés. Il dit je passe du règne végétal au règne minéral. Et voilà. Je crois que tout est dit. Florian Ebner, chef du cabinet photo du Centre Pompidou, je me tourne vers toi, Florian. Merci beaucoup d'être là. Pour nous dire peut-être qu'est-ce qui a conduit le Musée national d'art moderne à acquérir ces archives de Paul Virilio, et quelle est la spécificité de ce fonds? Parce qu'on connaît tous le livre édité, Bunker Archéologie, et on ne sait pas nécessairement que derrière ce livre, il y a une quantité gigantesque de photographies. Merci Christian. En fait, pour résumer un peu la genèse de cette grande acquisition, c'était début 2018 que je, en fait, tout d'un coup revu, après vraiment beaucoup d'années, un bunker archéologie exposé dans une très belle exposition en Allemagne, à Siegen. Une très très belle exposition avec les titres Landschaft die sich erinnert, paysage qui se souvient, donc sur des paysages et des traces de l'histoire. Et la mémoire des paysages. Et tout d'un coup, j'étais en fait en face de ces tirages, ou des tirages qu'il a fait réaliser par Pictot et Pierre Gassman, d'une très grande clarté, d'une très grande présence et précision, parce que je connaissais que le livre. Donc moi, c'était le moment où je venais d'arriver en fait à Beaubourg, et je me souviens du moment où je suis arrivé en fait en France. Pour mes études, c'était 91, et on avait Bunker Archéologie avec la postface qui justement a fait référence à la guerre de Golfe, qu'on a justement un grand sujet parce que
C'était même à Arles où j'ai fait mes études, c'était en fait un sujet important et on lisait bunkercologie et tout d'un coup, en fait, c'est revenu et cette très grande présence de ces tirages, de cette clarté. Donc, en fait, en discutant avec mon collègue Frédéric Miguel, grand connaisseur de Claude Parent et de Paul Virilio, on a justement fait cette tentative d'avoir, en fait, d'acquérir le fond disons, des œuvres en termes œuvres plastiques, hein, aussi les croquis, les dessins d'architecture antiforme et bien sûr bunker archéologie. Et cette expérience de voir tout d'un coup, en fait, vraiment les tirages de cette clarté. D'ailleurs, il faut le rappeler, un bunker archéologie, un mot, donc il utilise archéologie, il a en fait l'intelligence de conceptualiser cette approche. Et en même temps, le jeune couple Bernd et Hilla Becher commence en fait avec leur travail sans forger cette mot d'archéologie qu'il utilise déjà pour cette architecture utilitaire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Elena, est-ce que je peux me tourner vers vous? Parce que je sais que vous avez aussi suivi ce projet d'acquisition et que vous engagez un travail sur Paul Virilio, un travail d'importance. Les photographies de Virilio sont d'une grande qualité, les tirages sont d'une grande qualité, Florian l'a rappelé, mais ils sont de qualité différente. Il a travaillé avec des appareils différents, et donc on peut retracer comme ça un peu la chronologie de son enquête à travers la qualité variable de ces tirages. Un mot peut-être là-dessus. Merci et bonsoir. Donc oui, effectivement, il y a une différence entre les tirages. Donc, au début, il a commencé avec son Kodak Brownie Pliant et il y a environ 179 tirages qui se trouvent de fond. Et, ils sont de tout petit format, 5 cm par 100 cm. Et donc les tirages plus tard qu'il fait avec sa Leica, à partir des années 63, sont beaucoup plus grandes et donc ils sont aussi reproduites dans bunker archéologie. Donc les tout petits tirages dont j'ai parlé au début, on les voit pas, ils sont pas exposés. Et voilà, mon travail portera surtout sur ces premiers tirages. Merci. Ben merci pour ce témoignage. Non, mais c'est dire d'abord l'actualité et l'importance de Paul Virilio. Oh, si tu veux. Oui. Non. Je suis désolé, je me permets juste de rajouter quelque chose sur les bunkers et que Florian ait parlé de paysage. Je trouve ça formidable parce que il faut se replacer dans l'époque finalement. C'est les années 50, il y a une détestation totale de ces ouvrages du milieu de l'Atlantique en France. C'est la trace de l'envahisseur, il faut bien se rappeler ça. De ça, et c'est aussi des ouvrages militaires qui sont démilitarisés, puisqu'ils ont été d'abord désarmés par l'armée française, puis pillés par les habitants des côtes françaises. Ce qui fait que ce que Paul Virilio photographie, ce ne sont pas des bunkers, en fait, ce sont des coquilles vides. Ce sont il avait prévu de faire un livre, c'est ce qu'il explique dans Architecture Principe, qui se sera appelé l'architecture cryptique. Bien, moi, je suis persuadé que Paul Virilio, il photographie des cryptes, en fait. C'est comme s'il photographiait des chapelles abandonnées, en quelque sorte, vous voyez. Et donc, ce ne sont pas des bunkers. En tout cas, il fait le lien entre l'architecture romane, les cryptes dans l'architecture romane, et les bunkers immédiatement. On le voit dans les carnets. Alors, Jean, puisque tu avais le micro, je voulais te poser une question aussi sur la période qui suit. Le talent de Paul Virilio, c'était de rapprocher des thématiques différentes. C'est ce qui donne cette ampleur magistrale à ses analyses, ampleur presque prophétique, on pourrait dire. Les thématiques comme l'espace, la vitesse, la perception sont déjà au fond présentes
au moment où il prépare son enquête bunker archéologie, où il prend toutes ses notes, il est attentif à toutes sortes de phénomènes. Mais il décide en 1968, c'est toi qui l'écris dans la préface, de changer d'orientation, de passer de l'architecture à une étude du temps. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il commence l'enseignement à l'école spéciale d'architecture. Donc il y a comme une contradiction. Il donne l'impression de quitter l'architecture, de s'intéresser au temps, et pourtant c'est là que commence, dans le fond, l'enseignement de l'architecte. Alors comment décrire ce basculement, comment décrire ce moment, ce passage à l'école spéciale d'architecture? Alors c'est vrai que nos interventions sont parfaitement complémentaires, puisque Sophie, toi tu l'as vécu de l'intérieur tout ça. Moi je me fonde sur les écrits de Paul Virilio. Est-ce qu'il y a une rupture en fait? C'est vrai, Paul Virilio abandonne la conception architecturale et pourtant il ne va cesser de parler d'architecture, puisque dans ses derniers livres, lorsqu'il parle de l'université du désastre, du musée de l'accident, il édifie bien une architecture. C'est une architecture de papier, soit, mais c'est une architecture tout de même. Donc, à mon sens, il ne quitte pas le domaine de l'architecture. C'est juste qu'il emploie en fait un nouveau moyen pour décrire la conception architecturale, qui prend donc deux voies à ce moment-là. Tu l'as dit, l'enseignement, avec un enseignement très spécifique, on y reviendra juste après, j'imagine. Et puis, ces essais où, finalement, il ne va cesser d'interroger la spatialité de son époque en phénoménologue. Il a prononcé ce terme, effectivement, de phénomène, et c'est vrai que chez Paul Virilio, il y a cette interrogation des phénomènes. Et je me permettrai juste de conclure sur le sujet en disant que c'est vrai qu'on présente souvent Paul Virilio comme le penseur de la vitesse. Moi, je pense que c'est pas vrai, en fait. Je pense que c'est pas vrai dans le sens où ça voudrait dire que la vitesse est essentialisée dans son œuvre. En réalité, elle n'existe pas par elle-même. En fait, il y a toujours un promoteur de la vitesse, en quelque sorte. Et depuis Bunker Archéologie, mais surtout dans les premiers livres de Paul Virilio, il va clairement indiquer que pour lui, il y a une militarisation du monde, une militarisation de la société, et en fait, une forme d'endocolonisation des esprits même. Et ça, c'est une de ses théories les plus importantes qui sous-tend en fait l'emploi de la vitesse, puisque finalement, ses premiers livres décrivent comment le pouvoir militaire, le fait militaire, utilise des vitesses de plus en plus rapides en fait pour vaincre. Et quelque part, une des grandes thèses de Paul Virilio, c'est que les citoyens, les individus, ont été vaincus en fait par la vitesse militaire. Et que tous les appareils que nous utilisons encore aujourd'hui, et plus que jamais peut-être, qui appartiennent au capitalisme de la surveillance, eh bien, sont d'obédience militaire et sont liés à une domination. Maria ? Je voulais juste dire que, en fait, pour moi, ces livres sont des constructions théoriques. Ils construisent en permanence. C'est juste le matériel qui change. Voilà. Il reste architecte, mais un architecte tout au de long. mots. Oui. Et c'est... Oui, sur ce moment, absolument. 1968, l'école spéciale d'architecture, le passage de l'architecture à la théorie. Il est très présent en 68, très actif. C'est dans la rue, avec le mouvement étudiant. C'est l'imagination prend le pouvoir. Et il dit que ce sont vraiment les étudiants qui vont l'appeler à enseigner. Et parce qu'il faut quand même pas oublier que Paul est complètement autodidacte. Donc, il rentre à l'école spéciale d'architecture sans aucun diplôme. Il va plus tard préparer un doctorat d'État, mais il y a un grand bond entre, effectivement, il rentre là sans diplôme en 68. Et après, au niveau de son
il change de média en fait, hein. Tout comme il va prendre la plume, il va essaimer par la pédagogie. Et là, il y a dans cette salle des gens qui pourront nous en parler. Tout comme après, il va prendre l'outil exposition, la scénographie, et se diriger vers les expositions très rapidement en fait. Il faut rappeler peut-être, mais tu vas me corriger si je me trompe, qu'en 1968, Paul Virilio n'a pas encore publié d'ouvrage. Or, il a travaillé avec Claude Parent sur la revue Architecture Principe, mais il n'y a pas encore d'ouvrage signé de sa plume, même si il avait déjà quasiment écrit la totalité de bunkers archéologiques, enfin pas la totalité, mais en tout cas des esquisses de bunkers archéologiques qui sera publié en 1975. Donc en 68, il commence l'enseignement à l'école spéciale d'architecture avant d'avoir signé encore son premier livre. C'est vrai, c'est vrai. Et à côté de ça, moi qui ai repris là, les carnets depuis 57 de façon très très détaillée, j'ai l'impression que tout est déjà là en fait. Hein. C'est Maria, je sais pas ce que... Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, en 1972, on a la première version de l'essai sur l'insécurité du territoire. Je n'exagère pas. C'était écrit. C'est juste que c'était pas publié. Voilà, pas dans le sens. Absolument, oui. Alors je me tourne vers la salle à nouveau. Thomas Billard est là. J'ai eu la chance d'inviter Thomas Billard et Ethel Buisson à participer à un workshop la semaine dernière avec les étudiants de l'école des Beaux-Arts. J'en profite pour dire que j'ai adossé l'enseignement d'histoire de l'art, le cours d'histoire de l'art des Beaux-Arts, dans le fond, à cet événement, la publication de l'anthologie de Paul Virilio, puisque l'enseignement porte sur les rythmes, les temporalités, et je l'ai intitulé « Les paradoxes de l'accélération ». Donc les étudiants ici présents, certains d'entre eux, me font le plaisir, l'honneur de venir à ces cours. Thomas, je voudrais me tourner vers toi cette fois-ci, je me tourne à nouveau vers la salle, pour peut-être que tu nous racontes l'expérience de l'enseignement de Paul Virilio, parce que ça c'est quelque chose que je n'ai pas connu, mais qui, je crois, a marqué profondément tous ses élèves. Bonsoir. Oui, l'enseignement de Paul Virilio à l'école spéciale. Alors moi, je suis arrivé à l'école spéciale en 87, et en 92. Voilà, j'ai rencontré Virilio là-bas. Enfin, pour dire, mes parents m'avaient inscrit à l'école spéciale parce que justement, il y avait Virilio. Ouais, il y avait Virilio à l'école spéciale et c'était quelqu'un d'important. Et c'est l'année où, moi, quand je suis arrivé, c'est la seule année où Jean Nouvel a enseigné à l'école spéciale. Et il était invité, donc, comme professeur, à l'époque, ça s'appelait les professeurs invités, donc c'était en 68 Virilio avait monté ça avec Anatole Kopp à l'école spéciale. Et donc, ils invitaient des professeurs. Donc, je crois le premier qu'ils ont invité, c'est Yona Friedman, en 68 ou 69. Bon. Donc Virilio, voilà, l'école spéciale, voilà, il avait un enseignement qui était tout à fait particulier, puisque c'était un enseignement entre guillemets critique, où on faisait, il avait inventé 2 outils pédagogiques, qui étaient les images mentales. On travaillait en images mentales pour résister à l'époque au début de l'ordinateur. Donc il y avait ceux qui passaient tout de suite à l'ordinateur et qui faisaient des images formidables, et nous, ils nous obligeait à d'abord penser l'espace, se le représenter, et ensuite on pouvait le dessiner, le concevoir. Enfin, voilà, on le concevait mentalement avant. Et ensuite, il a monté parallèle à cet objet, cet outil, le triptyque. Donc on commençait, c'est assez bizarre, on commençait par faire un mauvais projet. Donc on nous disait, ben voilà, tu vas faire un mauvais projet, mais très sérieusement. Ce que tu veux pas faire, tu vas le faire, mais voilà, vas-y. Et puis ensuite, on faisait ce qu'on appelait le bon projet. Donc le bon projet, c'est ce que tu vas faire, ça c'est super. On y allait. Et puis une fois qu'on avait fini ça, on mettait tout à la poubelle et on faisait le projet au-delà du bien et du mal. C'est quand même assez particulier. Et donc on remettait tout en cause et on faisait un autre projet qui était critique, en disant ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire. Et donc c'était ce qu'il appelait la pédagogie
de la valeur. Donc, c'est l'étudiant qui mettait en place ses propres valeurs, ce qu'il aimait pas, ce qu'il aimait et ce qu'il pouvait faire ailleurs. Et donc, à l'époque, la grande invention de Virilio, c'était de dire qu'il fallait faire des auteurs. Comme il y avait des auteurs de cinéma, donc c'était la politique d'auteur, et donc il fallait faire des auteurs en architecture. Donc voilà, c'était assez passionnant. Alors effectivement, à l'école spéciale, il était un peu isolé parce que ce qu'il faisait était un peu bizarre et en dehors de toutes les pédagogies qui étaient en place. À l'extérieur, moi j'ai eu la chance de partir tout de suite aux États-Unis après pour des bourses, et en fait c'était le plus beau sésame qu'on pouvait avoir, c'était une lettre de Virilio, écrite avec des très gros caractères comme ça, et encore moins de caractères sur une page A4, mais on était reçus dans toutes les grandes universités, c'était formidable. Voilà, donc c'était un type, voilà, et moi j'ai eu, alors je sais pas si c'est la chance, mais quand j'étais en 90 dans son atelier, c'était la guerre du Golfe. Donc voilà, toutes les questions tout d'un coup se télescopaient. Et moi je rejoins ce qu'a dit notre ami Jean. Évidemment, il parle c'est la guerre. La guerre amène la vitesse, il parle du territoire et de l'espace. Et ça, c'est un truc aujourd'hui, on n'en parle plus, mais il nous a indiqué dans tous ses bouquins, et j'invite tout le monde à relire L'horizon négatif, qui est absolument formidable. La crise de l'espace aujourd'hui, qui avec le temps, la notion de temps n'existe plus, c'est complètement dissoute. Voilà. Donc c'était vraiment un architecte, et il avait l'habitude de dire que l'architecture, quand on lui demandait ce que c'était, il disait c'était quand on se cogne. Et donc effectivement, c'est les bunkers. Voilà, quand on a, et c'est exactement l'inverse et le négatif de Pérec, qui avait écrit Espèce d'espace, qui avait été publié par Paul. Et en fait, voilà, lui, l'architecture, c'était l'inverse, le négatif. Voilà. Philippe, un témoignage aussi sur le séminaire. Oui, bonjour à tous. Moi j'étais étudiant de Paul Virilio un petit peu avant Thomas. Je dois même avouer que je crois que c'est le seul enseignant vraiment que j'ai eu à l'école. On ne pouvait arriver chez Virilio ou chez les Visiting au moment de notre second cycle. J'ai beaucoup erré pendant le premier cycle, et puis voilà, je me suis trouvé bien dans cet atelier, j'y suis resté. Pour moi, Virilio, c'était je l'associe au regard. Virilio, c'est d'abord lui, son regard. Tout à l'heure, vous parliez des bunkers. Il regardait les choses avec une acuité que peu de gens ont. Par exemple, une des choses qu'il nous avait dites sur les bunkers, c'est que le bunker n'est pas fondé. Et quand on regarde les bunkers, ou même les photos de Virilio, et qu'on voit ces bunkers aujourd'hui, on se rend compte à quel point le fait que le bunker ne soit pas fondé l'entraîne vers sa perte, fait que la Terre le digère. Et on a l'impression que le bunker est comme un corps, justement parce qu'il est privé de cette fondation. Il est un autonome, enfin il est une entité comme ça. Et je crois que ce que nous on a trouvé chez Paul, c'est il s'intéressait au regard, il nous apprenait à voir ce dont parlait Thomas, l'image mentale, c'est essayer de trouver ton propre regard à toi, et je crois que son enseignement pour moi ça a été vraiment ça, essayer de faire que chacun d'entre nous trouve la manière dont lui regarde le monde, et dont lui en tant qu'architecte va pouvoir porter un regard différent sur le monde dans lequel nous vivons. Alors Jean, tu disais qu'on avait peut-être exagéré en attribuant à Paul l'unique thématique de la vitesse, ou disons en faisant de Paul Virilio le philosophe de la vitesse. Il faut rappeler néanmoins que les idées de Paul Virilio ont nettement influencé notamment la philosophie et la sociologie allemande. L'inertie polaire a été traduit quasiment immédiatement, reçu en Allemagne sous un autre titre, Der rasende Stillstand,
réutilisé par Hartmut Rosa dans son livre et retraduit en français, j'ai oublié exactement la traduction française, mais quelque chose comme le statu quo... l'immobilité fulgurante. L'immobilité fulgurante, voilà, c'est ça. Du coup, on perd complètement l'origine de la notion, c'est un effet de transfert culturel d'aller-retour. Néanmoins, donc la question de la vitesse, évidemment, malgré tout, centrale. Mais je voulais t'interroger sur une autre notion qui va nous rendre peut-être également très actuel et prophétique son enseignement et sa philosophie, la question écologique. Il a une vision, une conception de l'écologie très, très, très large, très élargie, qui, dans le fond, recouvre un petit peu ce que Guattari définissait dans les 3 écologies, l'écologie environnementale, l'écologie mentale et l'écologie sociale. Il a fondé un concept que tu vas peut-être pouvoir nous définir, l'écologie grise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, très simplement, Paul Virilio pose que, à côté de ce qu'il appelle l'écologie verte, c'est-à-dire l'écologie qui s'intéresse au milieu, à la pollution de la terre, des airs et de l'eau, je cite ces termes, il y a une autre pollution qui est une pollution du temps, tout simplement. Une des formules de Paul Virilio, c'est celle de la grandeur nature. Finalement, lui, ce qui va l'intéresser, c'est la restauration de la grandeur nature plus que de la nature. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par grandeur nature ? Eh bien, alors, si on se replace dans sa trajectoire de vie, on comprend assez bien ce que ça veut dire en matière de vitrail. C'est la mise à l'échelle 1. Donc, la grandeur nature, c'est l'échelle 1. Et c'est vrai que Philippe et Thomas, vous parliez à juste titre de l'image mentale, puisque chez Paul Virilio, c'est la phénoménologie de la perception qui emporte finalement beaucoup de choses. Et dans cette perception-là, naturellement, ce qui va l'apporter, c'est qu'est-ce que l'on voit. Ce que tu disais, Philippe, effectivement, l'acuité du regard. Et donc, cette grandeur nature. C'est aussi pour ça qu'il y a une critique énorme chez lui des technologies générant massivement de l'image, puisqu'il estime qu'à partir du moment où nous sommes abreuvés d'images pauvres, eh bien, notre capacité justement à produire de l'image mentale, mais l'image mentale n'est que l'image du monde, eh bien, cette capacité-là se perd. Et donc, à partir du moment où elle se perd, eh bien, c'est toute la perception du monde que l'on a qui se perd. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'écologie ? Eh bien, si on dépasse cette formule simple de l'écologie du temps, ça sous-entend que pour s'intéresser à la restauration des milieux, de la nature, Paul Virilio nous dit qu'avant cela, il faut que nous restaurions d'abord pour nous-mêmes la grandeur nature. C'est-à-dire que nous restaurions cette capacité de perception du monde tel qu'il est.